tout d'abord mes liens d'intérêt, essentiellement en fait des contrats, versés à l'unité. Alors, j'ai repris les définitions historiques, hein, c'est l'utilisation des médicaments chez un grand nombre de personnes. C'est la définition de Straume qui, je pense, est la référence en pharmacoépidémiologie depuis de nombreuses années. Là, c'était sur la troisième réédition. Alors, je vais essayer d'illustrer quelques exemples et de venir sur des points qui me paraissent importants dans ces exemples, à la fois sur l'usage des produits de santé, sur l'impact de leur utilisation de façon collective, comme l'a dit Mahmoud, et puis qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'efficacité clinique et de sécurité d'emploi à partir du moment où on analyse des données observationnelles, qu'elles soient ou non recueillies dans le cadre de la recherche. Et puis, pharmaco, du coup, c'est un peu limité puisque comme l'a mentionné, Mahmoud, en fait, je crois qu'il faut qu'on dise plutôt l'usage des produits de santé, pas forcément des médicaments. Ça peut être des dispositifs médicaux, ça peut être des actes. Et d'ailleurs, on verra ça sur un des exemples justement d'un travail, réalisé, au sein d'Epipha. Alors, un premier exemple sur, l'usage des produits de santé. C'est un travail qu'on a fait dans l'équipe à partir d'une base de données qui est la base hospitalière sur l'infection à VIH, qui est une des cohortes de l'ANRS, et en fait dans lequel on recueille des informations qui sont collectées à l'hôpital sur les personnes vivant avec le VIH. Et dans la mesure où les primo-prescriptions et les modifications sont faites à l'hôpital, ça reste un bon observatoire pour suivre ce qui se passe pour les personnes vivant avec le VIH, et en sachant que ça permet de collecter des données qui ne seraient pas disponibles dans le SNDS, comme les résultats de charge virale ou de CD4. Et donc, c'était simplement un travail sur l'utilisation d'un des antirétroviraux, la rilpivirine, un inhibiteur non nucléosidique de la reverse transcriptase, chez les personnes infectées par le VIH entre 2012 et 2017. Et au fond, quand on fait cela, on va caractériser l'utilisation suivant plusieurs situations cliniques. On va regarder les initiations de traitement chez les patients qui n'avaient jamais reçu d'antirétroviraux auparavant. On va regarder des gens chez lesquels on va initier cette molécule alors qu'ils sont dans une situation d'échec virologique, ils ont déjà été traités mais leur charge virale n'est pas contrôlée, ou bien chez des patients qui sont en succès thérapeutique et chez qui on va réaliser une modification du traitement, soit pour de la simplification, soit pour minimiser finalement le nombre de prises ou améliorer la tolérance du traitement. Et je voulais illustrer ici voilà, les trois groupes de patients que l'on a étudiés, donc des patients naïfs, des patients qui switchent en échec ou qui switchent en succès. Et ce sur quoi je voulais attirer votre attention, il se trouve que la rilpivirine, c'est un médicament pour lequel l'AMM dit qu'il faut l'utiliser chez des gens dont la charge virale est inférieure à 100 000 copies. Et vous avez ici sur cette ligne que je viens d'entourer la proportion des utilisations dans chacune des situations cliniques où on l'a prescrit à des gens qui avaient plus de 100 000 copies. Vous voyez que 4,5% des naïfs et 6% des patients en échec. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien, voilà le résultat, c'est la probabilité d'avoir une charge virale contrôlée après l'initiation du traitement chez les patients naïfs. Dans l'analyse, on a pris en compte le risque compétitif de modification ou d'être perdu de vue. Et voyez sur ce graphique qui présente les résultats en fonction du niveau de charge virale au départ, eh bien, que la probabilité de succès est bien moindre chez les gens qui ont initié le traitement alors qu'ils avaient une charge virale au-dessus de 100 000 copies, donc en dehors de l'AMM. Bien sûr, quand on fait une analyse multivariée, on montre que le risque d'échec est multiplié par 2 dans ce groupe-là. Et donc, j'ai choisi cet exemple parce que très souvent, quand on revoit des dossiers de protocole d'études post-inscription à la CNEDIMS, la commission à la HAS, qui donne des avis sur la prise en charge des dispositifs médicaux ou aussi sur les actes, le fait de proposer au remboursement de nouveaux actes, eh bien,
le protocole vient en disant on va faire une analyse sur les gens qui utilisent le dispositif dans le cadre de ce qui a été prévu pour le remboursement. Ben non, ce qu'on veut, c'est savoir comment c'est utilisé, voir s'il y a de l'utilisation hors AMM et voir quelles sont les conséquences de cette utilisation hors AMM. Et dans cet exemple-là, c'est bien clair, il ne faut pas l'utiliser en dehors des indications de l'AMM. Alors, un autre exemple qui va être intéressant, mais sur lequel je ne vais pas insister puisqu'il sera développé cet après-midi, c'est l'utilisation des médicaments de ville en France pendant l'épidémie de Covid. Typiquement, ce type d'étude a pu montrer comment l'utilisation des médicaments avait été modifiée. Et dans le domaine qui est le mien, celui de l'infection à VIH, le travail qui a été réalisé a permis de voir qu'il n'y avait pas eu de rupture dans les traitements, mais qu'il y avait certainement eu un déficit en diagnostic et donc un déficit en initiation des traitements et aussi un déficit en initiation de la prophylaxie. Et donc, la simple étude de l'utilisation des médicaments, c'est quelque chose qui est très important pour le suivi en santé publique des médicaments. Alors, deuxième exemple, l'impact de leur utilisation. Là aussi, j'ai pris un exemple dans le domaine du VIH parce que c'est le mien, un travail qu'on avait fait dans le cadre d'une collaboration européenne sur l'évolution finalement du succès virologique et aussi du succès clinique chez les individus vivant avec le VIH et qui était en échec de médicaments des 3 familles. Alors ce travail maintenant, il est un peu ancien et à l'époque, on avait vraiment du mal pour ces patients-là à trouver des traitements qui permettent de contrôler la charge virale et il y avait un vrai enjeu clinique pour pouvoir, disons, savoir quel traitement prescrire pour ces patients. Et dans ce travail-là, on n'a pas cherché à être analytique, mais essentiellement descriptif pour dire, au fil des années, qu'est-ce qui s'est passé pour ces patients-là en termes de contrôle virologique, en termes de risque de faire un événement classant SIDA et en termes de décès. Et notre résultat, c'est ce que l'on voit ici à droite. Donc, on a 3 courbes qui montrent la proportion des patients qui sont dans cette catégorie d'échecs aux 3 premières familles d'antirétroviraux. Combien d'entre eux vont avoir une charge virale contrôlée? Et vous voyez que, bien sûr, ça augmente. C'est le premier graphique en haut. Le deuxième graphique, c'est le risque qu'ils fassent un événement classant SIDA. Et vous voyez comme ça baisse rapidement au fil de cette période-là, entre 2000 et 2008. Et vous voyez que pour la mortalité, on a aussi une baisse. On s'arrête un an plus tôt parce qu'il faut avoir un certain suivi, évidemment, pour pouvoir dire des choses sur le risque de mortalité. Et notre conclusion, finalement, l'interprétation qu'on en a tirée, c'est qu'il y a eu une amélioration du pronostic clinique de ces patients qu'on n'avait pas pu voir dans les essais, puisque dans les essais, on ne regarde que la réponse virologique et la remontée des CD4, mais on ne regarde pas des critères de jugement clinique. Et bien sûr, notre étude était positionnée à une période où étaient arrivés sur le marché des nouveaux médicaments et aussi une nouvelle famille de médicaments, donc toute une panoplie thérapeutique qui permettait d'espérer que la situation s'améliore, mais les essais n'avaient pas démontré cela et notre travail permettait de penser que c'était bien l'arrivée de ces nouveaux médicaments qui avait été associée à cette amélioration du pronostic. Donc là aussi, une conséquence très importante par rapport à la prise en charge des personnes grâce à ce type d'études. Alors, je vais passer un peu plus de temps sur des aspects d'efficacité clinique. Une partie de ce que je vais dire est aussi pertinent si on veut s'intéresser disons, à la tolérance des médicaments et aux effets indésirables. Donc, on verra à nouveau un exemple de travail d'Epiphar cet après-midi sur l'efficacité vaccinale. Voilà, de regarder qu'est-ce qui se passe finalement une fois qu'on passe à la diffusion en population en termes d'efficacité vaccinale par rapport à ce qu'on avait pu voir dans les essais. Et donc ça, évidemment, c'est un résultat très important, mais il y a des conditions à respecter pour que les choses se passent bien. Un autre exemple ici d'un travail fait dans l'unité par Fabrice Carin sur les médicaments dans le traitement de l'hépatite C. Vous savez tous que les nouveaux médicaments sont arrivés, ils ont totalement changé la donne, mais ce qu'on a montré, c'est qu'on avait une guérison au sens virologique.
mais les essais n'ont pas été réalisés pour montrer quel était l'impact clinique. Donc, dans ce travail qui est réalisé à partir de la cohorte hépataire, on a regardé quel était le risque de décès, de faire un carcinome hépatocellulaire ou de décompenser une cirrhose en fonction du fait qu'on avait ou non reçu les traitements à effet virologique direct. Et on a sur ce graphique, en haut, disons, les courbes non ajustées et en bas, les analyses, après prise en compte d'un certain nombre de difficultés qui sont que, bien sûr, on a traité prioritairement au moment où les médicaments sont arrivés les patients qui étaient, les patients qui étaient à plus haut risque. Donc, vous voyez que ça, il y a un biais d'indication. Et bien sûr, une des difficultés majeures que l'on a dans ce type de travail, c'est facile de dire quand un traitement commence et qu'est-ce qu'est le J0 pour un patient qui est traité. Mais comment est-ce qu'on fait pour définir le J0 pour un patient qui n'est pas traité? Et donc, et ça entraîne ce qu'on appelle un problème de temps de biais immortel. Et on a vu malheureusement de très, très, très nombreux exemples d'études observationnelles avec des problèmes de ce genre absolument massifs pendant toute cette crise. Et évidemment, il faut utiliser des méthodes appropriées pour pouvoir corriger ce problème. Et c'est ce qui était fait dans ce papier qui montre clairement un bénéfice, en tout cas sur la mortalité et sur le risque d'hépatome, de carcinome hépatocellulaire, et en revanche, ne met pas en évidence un effet sur la cirrhose décompensée, probablement parce que les personnes ont été traitées trop tardivement en étant déjà au stade de cirrhose. Alors, pardon. Alors, juste pour montrer un exemple, je dirais, emblématique, historique et spectaculaire de cette problématique de comment on doit analyser des données observationnelles pour ne pas dire de bêtises quand on va dire des choses sur l'efficacité des traitements ou d'ailleurs sur leurs effets délétères. Et donc, ces diapositives sont extraits d'une présentation qui avait été faite par Miguel Hernan et qui reprend l'article qui est cité ci-dessous et qui montre que, voilà, qui cherche à répondre à la question de quel est l'effet en intention de traiter de l'hormonothérapie substitutive sur le risque de maladie coronaire chez les femmes à la ménopause. Alors, historiquement, il y avait un certain nombre de cohortes qui avaient montré un bénéfice, c'est-à-dire une diminution du risque d'infarctus de 30% en comparant des utilisateurs actuels à des femmes qui n'avaient jamais utilisé l'hormonothérapie substitutive. Et par exemple, dans la Nurse Health Study, on avait un hazard ratio de 0,68. Et puis arrivent les résultats d'un grand essai réalisé aux États-Unis, la Women's Health Initiative, dans lequel il montre une augmentation du risque de 20%. Alors donc, grand débat pour dire qu'il faut jeter les études observationnelles dans ce contexte, puisque manifestement, elles disent des bêtises. C'était quoi l'essai WHI? C'était un essai en double aveugle versus placebo, extrêmement large, dans lequel on avait une randomisation au départ estrogène plus progestatif versus placebo, et puis les femmes étaient suivies tous les ans. Et il n'y avait pas d'intervention supplémentaire après cette prescription, disons, de traitement. Qu'est-ce qu'on trouvait comme résultat? Au total, pour l'infarctus du myocarde, donc vous voyez un risque de 1,23 qui était plus important au cours des premières années et qui était aussi, qui pouvait avoir l'air de varier suivant le délai depuis la ménopause, le moment où on instituait le traitement par rapport au début de la ménopause. Alors, pourquoi il y avait cette discordance? Donc, un certain nombre de gens pensent que c'est parce que les facteurs de confusion n'avaient pas été bien pris en compte, qu'il n'y avait pas d'ajustement suffisant sur le niveau socio-économique des femmes et puis sur leur mode de vie, et que donc on ne pouvait rien dire de causal en utilisant des données observationnelles. Et en fait, ce que présente l'article que j'ai cité, c'est que, en fait, c'est tout simplement que la question qui était posée n'était pas la même dans les deux analyses.
la question qui se pose dans l'essai et qui intéresse d'ailleurs une femme qui se pose la question de savoir si elle doit démarrer, c'est quel est le risque quand on commence l'hormonothérapie substitutive par rapport à des femmes qui ne le font pas. Et donc, on fait un essai thérapeutique et on va tirer au sort l'utilisation de l'hormonothérapie substitutive et puis on va comparer le risque entre les nouvelles utilisatrices et les non-utilisatrices de l'hormonothérapie substitutive. Qu'est-ce qui s'était passé dans les études observationnelles? On avait comparé les femmes qui l'utilisent actuellement à des femmes qui ne l'ont pas utilisée. Et puis, on demande si elles l'utilisent et on compare le risque chez des utilisatrices prévalentes à des jamais utilisatrices. Mais cette question-là, elle n'est pas du tout intéressante parce que la question de décider de commencer ou de décider d'arrêter, elle ne dépend pas de la réponse à la question « Qu'est-ce qui se passe chez les femmes qui l'utilisent actuellement ?» Donc, l'analyse qui avait été faite dans les études observationnelles ne répondait pas à une question que se posent les femmes. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant si on réanalyse les données de l'étude observationnelle de cette façon, en se disant qu'est-ce qui se passe chez des nouvelles utilisatrices versus des non-utilisatrices, en utilisant donc des techniques appropriées de pouvoir estimer des effets en situation observationnelle avec des méthodes qui s'apparentent, en généralisant ce concept, au score de propension. Bien, voilà ce que ça donne comme résultat. Et vous voyez que même s'il y a des petites différences, on ne trouve plus du tout l'effet bénéfique. Or, ce qui est intéressant, c'est que les données utilisées pour faire cette analyse observationnelle sont les données de la Nurse Health Study, celle qui avait conduit à dire c'est protecteur, hein, parce qu'on ne répondait pas à une question pertinente. Et vous voyez que sans ça, on trouve des choses qui sont extrêmement similaires. Donc, du coup, une fois qu'on pose la question de façon appropriée, on n'a plus finalement autant de différences. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de la confusion, hein, mais c'est sans doute insuffisant pour expliquer la différence que l'on avait au départ. Un autre exemple, toujours cette même équipe qui a publié, alors cette fois-ci c'est un autre exemple fameux, hein, statine et cancer, est-ce que les statines ça protège du cancer? Eh bien, celui-là il est paru plus récemment dans Nature Médecine. La réponse avec cette analyse est non, mais je cite surtout cette référence parce que c'est vraiment, ça détaille qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut s'y prendre pour éviter d'avoir des problèmes. Et donc, comment il faut s'y prendre? C'est qu'il faut réfléchir à quel est l'essai que l'on cherche à reproduire finalement. Et donc, la méthodologie, elle est expliquée dans la référence de l'American Journal of Epidemiology. Et donc, il n'y a pas de raison, si on s'y prend bien, et si on a les données qui sont nécessaires dans la base de données, ça n'est pas toujours le cas, de ne pas reproduire des résultats absolument dont l'interprétation peut être causale en situation observationnelle. Et bien sûr, il va falloir définir exactement les éléments qu'on aurait dans un protocole classique d'essai dans la situation observationnelle. Bien entendu, ça ne pourra être qu'une approximation et bien entendu, en particulier, on ne pourra jamais reproduire un essai versus placebo en situation observationnelle, c'est évident. Je pense que l'élément le plus important dans tout ça, et j'adore le titre de cet article, c'est qu'il faut éviter de s'infliger soi-même des blessures au protocole de nos études observationnelles quand on cherche à répondre à une question de ce type. J'aborde mon dernier aspect, la sécurité d'emploi. Là, à nouveau, je cite un travail que l'on a pu faire. Alors, c'était une approche cas témoin, toujours dans la cohorte FHDH, dans lequel on a regardé qu'un certain nombre de traitements, en particulier d'inhibiteurs de protéases, étaient associés à un surrisque d'infarctus du myocarde chez les patients vivant avec le VIH. Et la raison pour laquelle, alors qu'on a une très grande base de données, on avait recouru à ce protocole, c'est qu'on voulait aller vérifier de façon extrêmement précise les diagnostics, et donc aller valider bien tous nos cas comme il faut, vérifier aussi que les témoins qu'on incluait n'avaient pas fait d'infarctus qui n'aurait pas été documenté dans la base, et aussi être certain que justement on n'avait pas des gens avec infarctus qui arriveraient malencontreusement dans les gens sans événement parce que le taux de complétion de cet événement n'est peut-être pas de 100%. Là aussi, il y a eu récemment des développements méthodologiques pour que, y compris dans ce contexte d'études cas témoins, on puisse se mettre dans une situation de réfléchir à quel est l'essai cible
que l'on cherche à reproduire, de telle sorte à avoir des résultats pertinents. Et là aussi, l'exemple choisi est toujours sur statine et cancer, et on arrive finalement à montrer que, alors qu'une analyse classique amène à dire que c'est protecteur, eh bien, en utilisant cette approche, on ne retrouve plus du tout cet effet protecteur, ce qui était connu dans les essais statines qui n'ont pas montré de surrisque de cancer. Un dernier exemple, et je l'ai choisi parce que justement, il ne s'agit pas d'un médicament, c'est un travail donc réalisé dans le cadre d'EPIPHAR qui a permis de voir que, disons, quelles étaient les conséquences de deux modes de stérilisation différentes sur la procédure, les risques associés à la procédure, les impacts gynécologiques et les impacts médicaux de cette stratégie. Et je pense qu'il faut bien penser à l'ensemble des produits de santé, que ce soit les actes, que ce soit les dispositifs, quand on réfléchit à la pharmacoépidémiologie. J'espère par cet exposé vous avoir convaincu que c'était un outil indispensable pour l'évaluation au cours des produits de santé. Comme l'a souligné Mahmoud, et j'insiste également, il y a eu des développements, il y a une faute de frappe, excusez-moi, importants dans la période récente qui changent réellement la donne sur ce qu'on peut faire dans ce contexte-là. Et je pense que c'est un des enjeux majeurs en santé publique de pouvoir développer les bases de données réalisant ce suivi et notamment, par exemple, les appareillements entre les cohortes et le SNDS ou le SNDS en tant que tel, quand ça permet de répondre à la question. Et je vous laisse la place pour les questions. Merci beaucoup, Dominique. C'est très clair, très intéressant. Comme Dominique l'a dit, vous pouvez poser vos questions et vos remarques avec l'onglet questions-réponses et je peux relayer ou Dominique peut le relayer. Peut-être je vais commencer par Dominique par une question qui toujours me pose un petit peu de problème. On fait des essais thérapeutiques, on fait randomiser, il y a des résultats. Et que l'équipe que tu as citée à plusieurs reprises, l'équipe de Harvard, on va essayer de reproduire les résultats en vraie vie d'essais cliniques. Or, pourquoi faire plutôt, est-ce que pas plus important, c'est quel est le bénéfice-risque dans la vraie vie, tant comme c'est utilisé. Et c'est pas comme aurait dû être utilisé dans des conditions expérimentales très importantes. Mais moi, je pense que c'est simplement pour développer la méthodologie et montrer qu'elle est crédible. Faire ce type de comparaison est important et surtout sur des exemples fameux dans lesquels, au fond, au départ, le signal est venu d'études observationnelles, par exemple pour la monothérapie substitutive, et qui envoyait un signal qui était totalement faux. Hein. C'était une surprise pour tout le monde quand il y a eu le résultat de WHI. Mais pour moi, ça n'est pas à la place de faire des essais. Dans les exemples que j'ai choisis sur l'efficacité, c'était toujours pour aller documenter des choses qui n'étaient pas connues par ailleurs. C'est-à-dire, pour les antiviraux directs, par exemple, il y avait une discussion dans la littérature de gens qui avaient fait des analyses qui ne prenaient pas bien en compte le biais de temps immortel et le biais d'indication, et qui du coup concluaient que c'était délétère. Donc, on apportait une information qui n'était pas celle des essais. Et de la même façon, dans l'exemple que j'ai montré, qui est purement d'ailleurs écologique, mais malgré tout assez convaincant, à une période, il y a des nouvelles familles de médicaments et des nouveaux médicaments qui arrivent mieux tolérés, plus faciles à prendre, qui répondent bien aux virus résistants, et ça change la donne pour les personnes vivant avec le VIH. Donc moi, mon propos n'est pas du tout de dire qu'on va faire ça à la place des essais, mais qu'au contraire, on va pouvoir apporter des choses supplémentaires qu'on ne sait pas. Et par exemple, pour moi, c'est typiquement, mais on rediscutera ça cet après-midi, l'exemple du travail que vous avez fait sur la vaccination. Ça permet de voir qu'est-ce qui se passe chez les personnes âgées. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de données sur les personnes âgées dans les essais. Ça m'apporte donc une information très importante et ça ne reproduit pas, et ce n'est pas l'information qui était celle apportée par les essais. Il y a une question de professeur Mikalev. Peut-être tu peux le poser on peut te donner, Joël, le micro. François, est-ce que tu peux passer voilà, Joël?
Oui, bonjour, bonjour Mahmoud et merci à Dominique Costagliola pour son exposé très très clair. J'avais une question parce que bon, elle nous intéresse tous, j'imagine. C'était quelle est la recevabilité ou la perception du niveau de preuve par les décideurs donc les agences en l'occurrence, hein, notamment des études de pharmacoépidémiologie pour des extensions d'AMM. On sait bien qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés et on le voit grâce notamment aux études de pharmacoépidémiologie hors AMM. On peut également voir à cette occasion, ou pas, mais on peut imaginer voir à cette occasion dans des études bien faites et bien conduites, comme ça a été souligné, un bénéfice non démontré jusqu'à présent. Quelle peut être la recevabilité ou la perception de ce niveau de preuve par les agences pour des études où jusqu'à présent le gold standard reste l'essai clinique. Dominique? Ben moi, je n'ai pas d'expérience en AMM. Je dirais que c'est pas… Pour moi, dans l'utilisation que je la vois, c'est plutôt, disons, élément complémentaire quand un dossier est revu. C'est-à-dire, par exemple, sur les antiviraux directs, les essais, leur objectif principal était de montrer la guérison virologique. Et là, on regarde qu'est-ce qui passe sur le plan clinique qui n'était pas apporté dans les essais. Donc, ça apporte des éléments au moment où le dossier est revu, mais ça ne permet pas une extension d'AMM. On est éventuellement dans des situations un petit peu différentes quand on s'intéresse aux dispositifs médicaux, notamment dans les cas où, pour des raisons X ou Y, il est difficile de faire des essais, notamment quand les populations rejointes sont finalement de taille assez petite. Mais à nouveau, il faut avoir solidement fait son étude et il est juste de dire que dans les dossiers que l'on a pu examiner récemment à la CNEDIMS, ça n'était pas le cas. C'est-à-dire que cette partie pharmacoépidémiologique, c'est quand même délicat d'utilisation. Comme l'a dit Mahmoud, il faut avoir une très bonne connaissance des données, de savoir dans quelles conditions elles sont codées, elles existent. Par exemple, le SNDS, c'est en vue du remboursement, ça n'a pas été fait pour ça, ça a des implications. Et puis, très bien comprendre aussi la clinique, donc avoir vraiment l'expertise clinique sur le sujet. Et le plus souvent, les études ne sont pas très convaincantes. Donc, du coup, en pratique, pour l'instant, je dirais que la question ne s'est pas trop posée, en tout cas dans la vie en vrai. Merci beaucoup. Je vois que j'ai une question aussi sur le biais de temps immortel. En fait, le biais de temps immortel, ça survient parce qu'on ne sait pas bien définir quel est le temps origine pour les groupes qui ne sont pas traités. On a vu ça beaucoup dans les études sur la Covid, parce que quand quelqu'un recevait un traitement, ça veut dire qu'à partir de quand il commençait à le recevoir, mais on ne sait pas bien à partir de quand on dit que quelqu'un ne le reçoit pas. Donc, si on dit qu'il faut l'avoir reçu dans un délai X après l'hospitalisation, voilà, comment est-ce qu'on fait pour analyser les sujets qui ne l'ont pas reçu? Et on voit bien qu'en fonction de ça, du coup, ça va entraîner que des événements qui surviennent très précocement ne soient pas pris en compte dans le bras qu'on va traiter par rapport au bras qui n'est pas traité. Et donc, du coup, ça va totalement déséquilibrer la comparaison puisqu'on va supprimer certains événements dans un des deux groupes. Alors que si on faisait un essai clinique, eh bien, ils arrivent, on regarde leur éligibilité, on les randomise et ça démarre. On n'a pas ce problème-là. Et donc, il y a des méthodes qui existent, qui sont décrites, qui dépassaient mon propos d'aujourd'hui, mais qui sont décrites dans le papier que j'ai cité, qui permettent d'éviter ce problème, de savoir comment il faut faire pour gérer les données quand on fait l'analyse observationnelle, pour ne pas se retrouver face à ce problème. Et ça se voit très bien quand on fait des courbes de survenue des événements. Eh bien, en général, on voit très bien que dans un des groupes, la courbe est plate pendant un certain temps, parce que par définition, il ne peut pas se produire d'événements dans ce délai-là. Et c'est ça qui crée la différence. Et on voit très bien que la différence entre les deux groupes, en tout cas dans beaucoup des travaux qui ont été publiés sur la COVID, elle se fait dès le départ dans cette période où dans un des deux groupes, il ne peut rien se passer. Voilà. Et donc, ça fait longtemps qu'on connaît ce principe de biais de temps immortel en
l'épidémiologie. Hein. Moi, ce n'est pas un concept nouveau. Il a plus émergé cette année à cause de la très, très grande quantité d'études non randomisées qui étaient produites et qui n'avaient aucun sens parce que autant faire une étude randomisée qui permet rapidement de conclure à ça marche ou ça ne marche pas que d'aller faire du bricolage. Ça n'a aucun sens pour moi. Merci Dominique. François Montastruc, je vous donne la parole. Bonjour. Bonjour. Allez-y, allez-y. On ne vous entend pas. Essayez de vous parler. J'essaie de vous signaler aussi qu'on est 286 personnes qui assistent au congrès. Et que, vraiment, on est très, très contents. Est-ce que, M. Montastruc, en attendant que soit réglé, Dominique, quand tu as eu beaucoup d'expérience sur le Covid, quelle est ton analyse des conséquences dans le futur sur la conduite des recherches cliniques et des essais thérapeutiques et des études observationnelles aussi, qui étaient quand même chaotiques dans cette période, sur la confiance qu'on peut avoir dans les essais cliniques et dans les études observationnelles. Tu as commencé à répondre, mais tu as une grande expérience dans ça et j'aimerais bien que… voilà, même dans les essais cliniques, disons ce qu'on a vu surtout, c'est beaucoup de gens qui voulaient répondre à la même question et un certain défaut de coordination. Alors, je pense que la façon dont c'était fait au Royaume-Uni, un seul gros essai, c'était peut-être excessif. Il faut réussir à trouver une balance entre pas chacun qui fait son essai dans son coin, qui n'a aucune chance de conclure, parce que de toute façon, il n'y a pas la taille suffisante, hein, notamment quand ce sont des médicaments qu'on repositionne, la probabilité qu'ils aient un effet miraculeux est extrêmement modeste, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on diminue de moitié le risque, il ne faut quand même pas exagérer. Et bon, après, on a eu en particulier un envahissement des études sur l'hydroxychloroquine qui n'était absolument pas justifiée, y compris par les données précliniques. Je pense que ça met aussi l'attention justement sur la nécessité d'avoir un tout petit peu plus de rationnel pour se lancer dans des essais. Et pour les études observationnelles, ben, comme j'ai dit, pour moi, il n'y a pas de place pour apprendre des choses sur l'intérêt en première intention d'un traitement dans cette situation-là, parce que ce qui va permettre de conclure le plus vite, c'est quand même bel et bien des essais. Et en revanche, il y a de la place pour des études qui vont apporter des éléments supplémentaires. Et voilà, l'exemple étant l'étude qui va être présentée cet après-midi sur l'efficacité vaccinale. Pour moi, ça a un sens. On a l'essai. Il n'y avait pas énormément de données sur les personnes âgées. C'est par eux qu'on a commencé à vacciner. C'est intéressant de voir ce que ça donne. Là, pour moi, les deux sont complémentaires et ça nous fait progresser. On a vu beaucoup de choses qui partaient dans toutes les directions et qui n'ont pas aidé à disons, améliorer finalement la prise en charge des personnes. Et après, il faut bien dire que dans ce domaine-là, des maladies virales, entre guillemets, brèves, je dis entre guillemets à cause de la problématique des Covid longs, il est juste de dire que pour l'instant, on n'avait jamais eu de traitement. Donc, s'attendre à ce que tous ces milliers de traitements qu'on a testés et un effet miraculeux était quand même peu réaliste. Je ne sais pas si François Montastruc arrive à parler. Sinon, Rosemary Drespira, directrice adjointe d'EPIFAR, tu as une question, Rosemary? Oui, merci. Oui, j'ai une question, Dominique. Je pense que tu prêches des convaincus, c'est-à-dire en montrant bien la complémentarité entre l'approche observationnelle versus celle des essais randomisés. Et bien sûr, les deux répondent à des questions différentes et sont complémentaires. Mais finalement, quand on travaille sur des études observationnelles, on se rend compte que en fait, on se retrouve, bien que voilà, qu'on en voit bien l'intérêt, on se retrouve quand on veut publier, quand on veut communiquer, très souvent confronté à des réponses du type c'est pas randomisé, ça vaut rien,
Et voilà, et c'est notre quotidien dans les travaux qu'on réalise à Epiphare. Est-ce que, à ton avis, comment on pourrait changer, voilà, dans la communauté scientifique et médicale en général, c'est toujours laisser randomiser roi. Et par quels moyens, à ton avis, on pourrait essayer de faire bouger un peu les choses? Merci. Ça va prendre du temps. C'est aussi pour ça que j'avais choisi d'illustrer avec mon exemple de l'hormonothérapie substitutive, parce que je pense que ça nous a fait beaucoup régresser de ce point de vue-là. Et je crois que c'est important de montrer qu'au fond, c'est vraiment le côté de à quelle question je veux répondre, comment je définis mon protocole observationnel de façon similaire à celui que j'aurais pour un essai, de telle sorte que j'ai cette approche effective, je puisse avoir une interprétation causale à la fin. Et après, je pense que ça va être très très long, puisque déjà, ça a été très très long pour que les gens admettent qu'il fallait faire des essais cliniques et que les essais cliniques soient bien, soient bien écrits. Hein. Je sors là de 4 jours de jury du PHRC. On voit bien quand même qu'il y a eu des progrès considérables dans la compréhension et dans aller vers ça. Et je pense que voilà, c'est seulement avec le temps et avec, disons, l'amélioration du processus éducatif qu'on va réussir à expliquer en quoi c'est complémentaire et pourquoi l'un ne se substitue pas à l'autre, mais ça a quand même un intérêt d'aller plus loin. Et je suis d'accord que c'est difficile, mais malgré tout, quand on regarde la production scientifique d'Epiphare, je cite ça parce que c'est un exemple, parce que c'est votre objet principal finalement de faire des analyses à partir de données observationnelles. Vous avez quand même quelques belles réussites, même si c'est difficile, mais c'est toujours difficile de publier. Peut-être une petite remarque, je pense que c'est aussi la discipline s'impose aussi par la qualité scientifique et la qualité aussi des données et la qualité des méthodes, sachant qu'il y a énormément d'exemples qu'on ne peut pas randomiser. Donc, il faut accepter ça. C'est-à-dire que déjà, l'extrême majorité de connaissances médicales ne vient pas par des essais thérapeutiques randomisés. L'extrême majorité de connaissances. Hein. Après, je pense que c'est hors de question de faire un essai thérapeutique chez les femmes enceintes. C'est hors de question on va voir l'exemple de macroprogestatif avec méningiome, de faire des essais thérapeutiques en disant aux patients, aux femmes, en disant on va faire un essai thérapeutique pour savoir si vous allez développer des méningiomes ou pas dans 20 ans. Donc, vous voyez, par contre, si on s'intéresse à la statine, avec l'exemple que Dominique Costagula a dit, avec la prévention de cancer, il n'y a aucun raison de ne pas faire des essais thérapeutiques. Et donc, il faut, pour chaque situation, se dire quelle est l'approche la plus adaptée, sachant pour le risque, la plupart de situations ne permettent pas, et c'est pour des raisons éthiques, pour des raisons scientifiques, on ne va pas faire une étude qui va durer 20 ans, 30 ans pour voir s'il y a un risque ou pas, et mettre aussi des patients à risque. Donc, il faut toujours se poser la question et que la réponse systématique par la communauté scientifique, qui est quand même dominée par les essais thérapeutiques, viendra avec des réponses de cette nature. Oui, mais surtout, je pense, pour tout ce qui est la sécurité d'emploi, on ne fait pas un essai pour montrer qu'un truc fait moins bien qu'un autre du point de vue de la sécurité, quoi. Personne ne voudrait être randomisé dans cet essai, bien entendu. Hein. Donc, mais ça ne veut pas dire enfin voilà, je pense que c'est quand même bien de s'appuyer sur le développement des méthodologies, mais pour la sécurité d'emploi, c'est forcément la méthode de choix. Et donc, il faut faire avec la bonne méthodologie aussi pour la sécurité d'emploi. On est tout à fait d'accord. Je pense, merci beaucoup Dominique, parce qu'il est 10h13. C'était prévu jusqu'à 10h15, le temps que, voilà, d'introduire la prochaine intervention. Mille merci pour ton intervention. Je pense que c'est apprécié par beaucoup de monde et merci encore.